bonsoir. Aux premières heures, relativement épargnée par la pandémie, l'Afrique est désormais touchée par la propagation de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, on compte à ce jour 16 182 cas confirmés, soit plus de 5 000 nouveaux cas en moins d'un mois. Et le milieu sanitaire est aux premières lignes depuis le début de cette crise. La Covid-19 a aussi poussé les gouvernements du monde entier à prendre des mesures exceptionnelles, modifiant ainsi le mode de vie et les habitudes de milliards de personnes à travers le monde entier. Pour parler de l'impact de la Covid-19 sur l'économie de la santé et les comportements humains, nous recevons aujourd'hui les professeurs Antoine Tako et Ivan Zinon-Kipré. Analyse, débat et décryptage, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est maintenant dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, la team s'installe pour une nouvelle semaine que nous espérons pour vos téléspectateurs des plus agréables et sous les meilleurs auspices, une semaine de bonheur, une semaine de santé, une semaine de paix. En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. Et je retrouve, comme tous les soirs, à mes côtés, les meilleurs chroniqueurs autour de cette table qui rentrent de fortunes diverses de ce week-end tabaskique. Ça s'est bien passé, Rianazi ? Super bien en famille comme d'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui spécialement. D'accord. Edith Brou, bleu en noir. Pourquoi de fortunes diverses en fait? Non, parce que je Tu présages d'événements particuliers pour chacun? Non, je ne sais pas si vous avez... Non, je fais le tour et puis je vous dirai pourquoi. C'est bien passé votre week-end de tabac? J'ai bien mangé le mouton. Très bien. Je l'ai bien préparé. Bonne fortune. Sophie Aïda? Oui, non, malheureusement, je n'ai pas mangé de mouton. Je n'ai Ouais, pas reçu d'invitation non plus. Voilà, vous êtes deux. Ouais, Donc, bon. Ça va, c'est bien passé pour vous, monsieur? Ah, très bien. Oui, en plus, j'ai revu de vieux amis et tout. Oui, très bien passé. D'accord. Je tenais ici, très honnêtement, à parler à tous mes voisins. J'en ai 4. Personne ne m'a invité, c'est pas grave. J'ai décidé donc, chaque fois que j'aperçois un mouton dans mon couloir, je pense que je l'emporte chez moi. En tout cas, encore une fois, bonne fête de Tabaski, hein, quand même, pour ceux qui ont eu l'occasion de célébrer ça comme il faut, comme il se doit, et quelques cocos comme nous qui n'ont pas été associés. Ouais. On garde notre mal en patience. Rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, il y a tout cela, mais il y a surtout le tour de l'actualité. Ce qu'il faut retenir cette actualité-là. Des nouvelles d'ici d'ailleurs. On démarre avec le Live Actu, c'est maintenant. Actualité politique en Côte d'Ivoire, avec tout d'abord le premier gouvernement, Ahmed Bakayoko. Appelons le Premier ministre, tout nouveau Premier ministre ivoirien, a été nommé donc le 30 juillet dernier. Il a donc décidé de dévoiler son équipe gouvernementale, cette équipe qui va l'accompagner. On en parle avec vous, Sophie Aïda. Oui, Brice. Alors, dans un communiqué, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, a annoncé ce lundi 3 août la formation donc, du nouveau gouvernement, composé de 47 membres, dont 41 ministres et 6 secrétaires d'État. Alors, on va noter quand même que ce ne sont pas des nouveaux visages, parce que les ministres présents dans ce gouvernement l'étaient également dans le précédent. Il y a eu juste un petit réglage, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de la confirmation de 2 personnalités. Donc, il s'agit de M. Moussa Sanogo, qui était précédemment ministre auprès du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il est maintenant nommé ministre du budget et du portefeuille de l'État, ainsi que M. Emmanuel Esmel Essi, qui était précédemment lui aussi ministre auprès du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, chargé de la promotion et de l'investissement privé, qui maintenant devient ministre de la promotion et de l'investissement privé. D'accord. On peut dire qu'il n'y a pas de grands changements, on parle de réaménagement. Oui, voilà, on constate, je pense, avec ce nouveau gouvernement que le pouvoir a joué la carte de la sécurité, on va dire, en ne prenant pas de risque de tout remettre à plat, surtout au niveau de ce réaménagement technique à 3 mois de la présidentielle, d'autant plus qu'on sait qu'il n'a pas encore de candidat officiel à cette élection. Partage le point de vue de Sophie Aïda, Edith Brou, je crois. Oui, je pense que c'est pas le moment de faire du grand déballage. Je pense c'est plutôt sage comme décision, déjà de continuer avec l'existant. Je pense qu'ils sont dans la mesure. C'est surtout être dans la mesure. Comme tu l'as dit, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Pas besoin de faire un grand déménagement au risque de casser certains meubles, pourquoi pas aussi. Donc, ils sont dans la mesure. Je pense que ce sont des choix sages.
Vous avez fait le même choix, Rihanna Assi? J'aurais fait le même choix, oui. Nouveau Premier ministre, mais on garde la même équipe? Oui, on est juste à quelques mois des élections, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment l'utilité de faire un grand réaménagement. Et c'est le même parti politique, Ouais, donc je pense quand que... on parle de meubles cassés, effectivement, il y en a déjà qui sont brisés, donc Faut pas. on va y aller doucement. Exactement. Bon, on poursuit avec notre deuxième information. Bon, on l'a appris ce jour à travers un communiqué maintenant de Maître Habiba Touré, donc c'est l'avocate de Laurent Gbagbo. Il a été remis à son client un casier judiciaire. Un casier judiciaire présentant une condamnation qui serait intervenue le 29 octobre 2019, condamnation à 20 ans de prison pour le casse de la BCAO. Avec une amende de 700 000 francs. 700 000 francs, c'est important. Et ce, à leur plus grand étonnement. Ils disent, on attendait un passeport, parce que rappelons que l'ancien président ivoirien avait il y a quelques jours introduit donc une demande de passeport ordinaire. Et en attendant le passeport, ils reçoivent une notification. On leur a dit, bon écoutez, on a un document pour vous. Là, je scénarise la chose, parce que c'est passé par les mains de Michel Gbagbo. Et puis là, c'est un casier judiciaire en question. Alors, ils disent que ce casier judiciaire a été établi le 30 juillet 2019. C'est important cette date-là, parce qu'ils disent que c'est seulement 2 jours après la demande introduite par l'ancien président Laurent Gbagbo que le casier judiciaire a été établi. Elle va jusqu'à dire que c'est un casier qui a été établi dans la précipitation, au regard des fautes. Selon ses dires. Voilà, il est truffé d'erreurs, selon ses dires. C'est important de le dire. Voilà, c'est tout. Bon, alors, concernant le président Laurent Gbagbo et dans le communiqué de presse signé donc de Maître Habiba Touré, le président Gbagbo entend bien rentrer en Côte d'Ivoire, son pays, dans une logique, dans un esprit de réconciliation. Et la phrase de fin me fait un tout petit peu sourire. Un esprit de réconciliation qui ne devrait pas les inquiéter. Voilà. Pour ceux qui seraient inquiets, c'est dans un esprit de réconciliation. Donc Non, je pense qu'il se veut rassurant, Ouais. malgré la situation. On attend de voir, surtout concernant le passeport, soit le passeport diplomatique ou le passeport ordinaire qu'il a demandé. Mais on verra bien. Je pense qu'il se veut rassurant. D'accord. À propos de rassurer, d'assurance, on n'est pas vraiment en Afrique avec la situation du Covid, Serge Kouachi. Alors oui, cherche la transition. en tout cas oui, c'est pas mal. En Bien tout cas la trouvé. transition, on va dire qu'on n'est pas forcément rassuré quand on a des chiffres qui n'arrêtent pas de croître, mais en même temps on ne va pas céder à la panique puisque il nous est dit que l'Afrique approche le million de cas confirmés, ce qui est vrai puisque nous sommes à 957 035 cas confirmés dans les 55 États que compose l'Union européenne, 20 288 décès et 611 957 guérisons enregistrées. Donc entre 957 035 cas confirmés et 611 957 guérisons enregistrées. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je pense. Outre C'est mesure. clair, Un bon outre ratio. mesure, Oui. c'est clair que bon, allez, on a quand même 20 288 décès, mais sur un ensemble de 957 035 cas. Donc voilà, ce sont les chiffres qui ne sont, à mon avis, pas très alarmants, comme se veut l'OMS en ce qui concerne le destin de l'Afrique par rapport à la Covid. Mais bon, on les donne quand même puisqu'ils ont été fournis par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique dans la matinée du 3 août. Alors si vous voulez bien, peut-être des statistiques régionales assez rapidement. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, nous sommes à 130 189 cas, dont 1931 décès et 89 231 guérisons. Donc là encore, 89 000 guérisons, 130 000 cas. C'est quand même assez rassurant. En Afrique australe, par contre, on a peut-être de quoi s'inquiéter avec 535 720 cas, plus de 8 800 décès et 357 407 guérisons. En Afrique centrale, c'est près de 50 000 cas, donc 48 928 cas, 941 décès, 34 506 guérisons. En Afrique de l'Ouest, c'est 79 703 cas, 1790 décès et 41 764 guérisons. Et en Afrique du Nord, 162 495 cas, 6 757 décès et 89 049 guérisons. Donc voilà, des chiffres pour le moins pas très alarmants comme je le disais, mais qui ont le mérite d'attirer notre attention quand même, surtout avec ces levées de mesures barrières ici en Côte d'Ivoire. Faisons quand même attention. Oui, un point de vigilance pour nous dire qu'on doit toujours rester alerte, parce que la maladie n'a pas encore de remède, donc respectons les mesures barrières. Et je pense qu'on est loin
je pèse mes mots aussi, on est loin de l'hécatombe au niveau, prédite par l'OMS. Mais l'Afrique australe, c'est quand même... oui, c'est un peu chaud, surtout au niveau de l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés à 500 000 cas. 535 surtout au niveau de l'Afrique du Sud. C'est compliqué, oui, l'Afrique du Sud. Là. Bon, et comme on a coutume de le dire ici, il faut continuer à être vigilant, à ouvrir l'œil et le bon. Rien ainsi, avec vous, on parle de notre feuilleton, la Casa de la FIF. J'appellerais ça même les feux de la FIF, parce que c'est pas tant mal, de ça. rebondissements. Donc on va parler de la Non, mais clôture. ça va pas durer Ça va pas 30 durer. ans quand même aussi. Donc on va parler de la date de clôture des dépôts de candidature qui a eu lieu le samedi dernier, 1er août, à 17h. Donc parmi ces dossiers enregistrés, on citera le dossier d'Idriss Diallo, de Sori Diabaté, de Kouadio Kofi Paul, mais surtout celui de Didier Ah oui, Drogba. c'est KKP. Il fallait que je place ça quelque part. KKP. Excellent. Il y a un caca quelque part. Oula. Oui. Surtout celui de Didier Drogba, qui s'est rendu au siège de la FIF à Trècheville avec une foule de supporters pour déposer ce dossier tant attendu par ses supporters. Donc c'était samedi après-midi, juste avant la clôture. Alors il a finalement pu obtenir 8 parrainages, dont 3 de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de Division 3 et un groupement d'intérêt. Alors, après le dépôt de sa candidature, il a publié sur ses réseaux sociaux, et je cite, « L'homme a 3 juges, Dieu, sa conscience et le peuple. Nous ne sommes jamais seuls. Merci pour le soutien. » Alors, il faut dire que c'est vraiment une le... citation de Feu Félix Houphouët-Boigny, je crois, si ma mémoire est bonne. Il faut dire que c'est vraiment le candidat qui est quand même le plus soutenu de la population, mais malheureusement, ce n'est pas ce public-là qui décidera de son sort, puisque c'est les 81 groupements d'intérêt qui vont décider de son sort lors du scrutin. Eh bien, en attendant, la commission électorale doit encore analyser et valider ces candidatures, donc rien n'est joué. On attend sa réponse. Il faut dire qu'elle a 5 jours pour valider, donc vendredi étant férié, on compte de lundi à samedi prochain. Je voudrais rajouter 4 juges, 3 juges. On a dit Dieu, sa conscience, le peuple et la commission électorale. En tout cas, je pense qu'on a pu jauger un peu la popularité, même si on la connaît déjà, vu la liesse populaire qu'a suscité en tout cas son dépôt de candidature. J'ai même vu des t-shirts comme à l'extérieur du pays. Non, mais après, il y a un engouement. oui, il y a un engouement. Après, les gens ont douté de la spontanéité, comment Non, mais vous c'est dites trop bas quand même. C'est trop bas. Au-delà, oui, Oui, parce que j'ai Drogba. mes neveux qui étaient Même si là-bas. c'est pas la population qui On l'a vote. demandé, mais vous êtes là-bas, nous on est en train de marcher à Drogba. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, nous, on dit, c'est Drogba qui est là. Mais en tout cas, les faits sont les faits. Drogba est accompagné d'une foule importante pour le dépôt de sa candidature. Alors, si tu me permets, Brice, une petite analyse, parce qu'on sait que ce sont ces 81 groupements d'intérêt qui vont décider. Mais quand on regarde quand même les parrainages des autres candidats, donc Sori Diabaté qui a quand même eu 45 membres actifs sur les 81, donc plus de la majorité de ceux qui vont voter. Idriss Diallo qui lui a comptabilisé 23 parrainages et Didier Drogba est à moins que cela. Donc c'est assez serré quand surtout, même. il faut noter qu'il a 2 parrainages, un parrainage de l'Africa Sport et je crois que ce parrainage de l'Africa Sport également, Sori Diabaté, là également. Donc, dans la tête, de parrainage qui se marche un peu dessus. Je pense que justement par rapport à ça, on ne sait pas, les dés ne sont pas encore lancés. Donc à partir du moment où les candidatures vont être validées, on ne sait pas qui va se pencher vers un autre candidat. Alors, Rihanna, justement, on se disait, les carottes étaient cuites pour Didier Drogba. Et puis là, on n'a pas compris. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au Oui, niveau effectivement, de il a finalement, on ne sait pas comment, pu obtenir les 8 parrainages qui lui manquaient, dont celui du groupement des arbitres. du groupement Donc, des il a été arbitres. validé. C'est ça. la MAFSI, La MAFSI, oui. C'est ça. qui finalement a réussi à faire valider son... Il faut dire qu'il est passé de justesse. Il a eu exactement les critères de candidature. Son lobby a fonctionné. Donc quelqu'un dit c'est Drogba, c'est le moment où on ne s'attend pas, il marque un but et puis là, il a... Et puis attention, prend toujours au dernier moment. ouais, attention, regardez le geste s'il vous plaît. En tout cas, j'ai été très impressionnée de la foule qui l'a accompagné. C'était Drogba. énorme. C'est On quand dirait que même... Serge veut dire quelque chose. Non, il dit rien. C'est plus son silence qui est assourdissant. C'est Drogba. Non, mais quand on parle de... En fait, moi, je dis qu'il faut faire attention à l'instrumentalisation politique aussi. Oui, c'est Drogba, oui, c'est notre chouchou national et international. D'ailleurs, il ne nous appartient même plus, nous, peuple de Côte d'Ivoire. Mais les affaires de la FIF, on doit les laisser à la FIF. Et il faut que les populations le comprennent. Très franchement, il faut que les populations... Non, mais même si les populations le comprennent, il faut aussi... C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à l'instrumentalisation politique. Laisser les populations en dehors de ça, en principe. Enfin, ça, c'est mon avis. Est-ce que c'est lui qui fait appel aux populations ou c'est les populations qui s'en mêlent? Je ne l'ai pas dit.
C'est une star, il est aimé, les gens sont là, les gens le suivent. On l'aime tous, On Didier peut Drogba. pas s'empêcher surtout avec tout ce qui se passe quand même. Je veux dire, c'est Non, parce qu'après, imagine un tout c'est petit lourd peu que quand même les pour autres, une les autres personnalité candidats comme ça, décident, hein. chacun d'envoyer sa foule de Ça supporters va pour être le déposer sa désordre. candidature, ça Ça va être un va être petit le désordre. désordre. Eh ben, Mais bon, je suppose... Il y a des mesures barrières. Qui n'ont pas été respectés. D'accord, Sophie. Buvez de l'eau, lavez-vous les mains. On vous retrouve tout à l'heure. Et ne vous asseyez pas par terre surtout. C'est important. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'essentiel de l'actualité du jour. On continue avec le lu, vu et entendu. J'aurais dit ce soir, c'est plus un vu. Un vu et même un très vu. On va voir déjà les images. Voilà. Voilà, vous voyez Aucun déjà. masque, déjà. Oui, ben c'est la faveur de la réouverture des bars, des boîtes de nuit, des lieux de spectacle par le gouvernement Quand tu ivoirien. dis Et bien des aucun, espaces c'est vraiment aucun. de loisirs ont refusé du monde ce week-end, comme vous pouvez le voir sur ces images. Refusé du monde. Ouais. Refusé quand même, comme vous pouvez le voir à travers ces images-là. Le VIP Bien était souvent, vide, quand même. bien souvent au détriment des mesures barrières contre le coronavirus, comme on peut le voir sur ces images, je le répète. Je pense que l'émotion a pris le dessus. Ouais. Les populations beaucoup attendaient d'émotions. Je tellement. n'appellerais pas ça de l'émotion, moi, quand Bien même. sûr. Hein. Non. Après la Je pense qu'il fermeture, faut ce vraiment 3 prendre mois. à la légère tout ce fléau-là pour se permettre Non, mais c'est ça qu'on appelle La l'émotion. responsabilité, que chacun quand puisse même. prendre sa conscience en main, quand C'est même. absolument ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion. C'est- On ne fait plus appel à la raison. Excusez-moi, moi ça ne me choque pas. de voir- Non, ça ne me choque pas de voir ces Parce images-là. qu'on a vu auparavant. On a vu même pire, Ouais. et sans alcool. Donc voilà, aujourd'hui, de toute façon, moi j'ai toujours émis cette réserve-là au niveau des maquis et des restaurants par rapport aux mesures barrières. Quand on demande aux gens d'arriver dans les maquis avec des masques, comment voulez-vous que les gens mangent et qu'ils boivent avec des masques? Donc pas logique. vous entrez, ok, avec le masque, mais une fois que vous êtes assis, vous commandez, vous enlevez le masque. Donc Ouais. là, ils sont rentrés peut-être avec le masque, ils ont commandé, ils ont Avec été le obligés masque. d'enlever le masque pour pouvoir boire. Allez, il y a des artistes qui se mettent à chanter, tout le monde veut danser, donc on se lève. Voilà, c'est ce qu'on voit sur ces clichés-là, mais ça ne m'étonne pas, comme je le dis. De toute façon, on a vu pire du côté Mais en du... tant que personne, tu mettrais à ce point-là ta vie en danger pour Bah, aller faire la apparemment, chose hein, il y en a, c'est qui. C'est- Mais je pense que plus on va aller Ils n'ont pas au fur et à confiance. mesure dans les mois à venir. Après, comme tu l'as dit, on ne peut pas s'empêcher de manger, de boire, surtout quand on va dans un espace de restauration et un espace de détente. Forcément, à un moment donné, Après, ça va se relâcher. je connais bien cet endroit et je pense que les dispositions avaient été prises au niveau des places assises pour essayer d'espacer. Oh là là. Mais non, bon, j'ai avec bien la dit, non, j'ai musique bien et dit pour Avec essayer. des prises. J'ai Avec bien la dit pour musique et essayer l'alcool. d'espacer. Par contre, c'est un endroit qui ouvre en fin d'après-midi, voire début de soirée. Et vu que justement tout le monde était en attente de ces levées de mesures, déjà en début d'après-midi, il n'y avait plus de place. Ouais, Bon, c'est ça. après, oui, excusez-moi, mais vous avez des promoteurs et des propriétaires de bars et de maquis qui ont fait 5 mois sans faire une seule recette. Ils ont bien envie de se rattraper aujourd'hui. Même s'ils essayent au départ, tant bien que de mal, de disposer les gens à certaines mesures de sécurité, bah, on voit difficilement les gens refuser du monde aujourd'hui puis- dans et leur puis- espace et qui puis- va leur permettre de gagner un peu d'argent. Et puis surtout, je pense que quand les chaises sont disposées, il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a personne. Mais à partir du moment où les gens arrivent, les gens ne respectent pas. C'est difficile de respecter 1 mètre de distanciation Parce que- quand on est dans un restaurant, dans un Surtout en lounge, plein air, dans un, En plein air, dans un c'est bar. Dans ouvert. un bar, encore, C'est c'est beaucoup compliqué. plus facile à contrôler, mais dans Voilà. un plein air comme celui-ci, où il n'y a On pas a vu ça forcément dans une le seule entrée, stade, une seule sortie. justement, lors de... Ce que je tiens à souligner, c'est que ce n'était pas que dans cet espace-là dont on a les images, dans beaucoup d'autres espaces, on a fait le même constat. Il fallait des images d'illustration, donc C'est un petit peu partout. Ça sera Et dans le difficile, en monde tout cas. entier, c'est ce qu'on voit, que Ça ce sera soit difficile. en France, Aux aux États-Unis, Oui, les plages, à un moment au donné, Ghana. oui. mais Ça oui, sera partout. Moi, j'ai difficile. l'habitude d'être C'est- très c'est- optimiste avec ce genre de choses, mais honnêtement, ce que je vois m'inquiète un tout petit peu et j'aimerais quand même appeler la population à garder une certaine vigilance parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'à un moment, l'économie reprend, mais que chacun puisse prendre ses responsabilités maintenant face à cette levée de mesures En tout cas- barrières en tout cas, et s'ils ne sont- pas mettre s'ils en sont danger sa malades, vie. S'ils sont malades, c'est eux qui vont payer. Donc, Il n'y a, Oui, pas mais de problème. c'est- Il y a à pas ce de problème. Je moment-là. pense que chacun va prendre ses Ils responsabilités. prendront Mais leurs vous savez, au responsabilités. niveau responsabilité, il y a tellement de... Moi, j'ai envie de poser la question à nos invités qui seront sur ce plateau tout à l'heure. Vous savez, il y a un spot télévisé qui passe en ce moment sur des chaînes câblées. Pour vous dire, je pense que c'est une communication venant même de l'Union européenne ou des pays européens, en tout cas pour les mesures barrières.
Vous avez 2 personnes qui sont à bonne distance sur une plage, couchées sur un transat, et qui se parlent en criant, comme pour vous dire qu'on n'a même plus besoin d'être proche pour parler, donc on respecte vraiment les mesures barrières. Mais qu'est-ce qu'elles font à la fin de ce spot, ces personnes-là? Elles se rejoignent dans l'eau. Bon, moi j'ai envie de poser la question après aux personnes qui seront sur cette table pour savoir comment est-ce qu'on peut lutter. Est-ce que l'eau nous permet de ne pas être contaminé par la Covid? Mais c'est vous dire que oui, on prendra nos responsabilités à un moment, mais quelles que soient les responsabilités qu'on va prendre, nous serons bien obligés de vivre avec la Covid. Sachant que le virus se transmet dans l'air. Mais en fait, je veux dire, sur cette question-là, j'aimerais bien qu'il y ait une petite nuance. Vivre avec ne veut pas dire ne pas s'en préoccuper. Mais merci, parce que bien sûr. je crois que quand les gens commencent à dire on va vivre avec, ça veut dire ça y est, c'est bon. On commence à Mais prendre oui, à la légère, on vit et c'est ce qui est dangereux. on vit avec le paludisme, mais effectivement, il y a des mesures, les moustiquaires imprégnés, un certain nombre de choses. Oui, mais Donc, comment est-ce que dans des la perception du vivre avec est devenue on s'en fout. Mais comment est-ce qu'on va dans un établissement, un lounge, un restaurant ou une boîte de nuit pour ceux qui vont en boîte de nuit? Comment est-ce qu'on y va avec un masque? Comment est-ce qu'on consomme, que ce soit qu'on mange ou qu'on boit avec un masque? Il y a déjà des start-up et des entreprises, surtout sont à en train de l'étranger, qui sont en train de créer travailler des masques où on peut mettre la paille au milieu sans enlever pour pour manger. boire. Vous voyez comment les habitudes ont la peau dure. Là, tout de suite, Edith, vous n'avez pas fait exprès, mais vous avez mis la main sur Edith. Non, sur Sophie. Le vêtement. Mais de façon inconsciente, la main venait vers les habitudes dans la peau dure. Maintenant, allez aujourd'hui demander aux gens de ne plus se toucher carrément ou de changer de système de vie. Ça sera pas évident. Ça va demander une rééducation de la population. Donc ne vous choquez pas face à ces. Oui, mais pendant 4 mois, ça fait que 4 mois. Période où on respectait vraiment parce qu'il y avait Ça cette fait peur que en nous, 4 et mois. parce qu'on prenait ça au sérieux. On met des mesures Mais d'urgence. aujourd'hui, des mesures d'urgence. En fait, on l'a fait. C'est pas possible de mettre ça pendant trop longtemps. Il faut parler tous ensemble. Donc, on ne peut pas le faire pendant un an. l'émotion est en train de parler. Déjà, c'est moi qui terminais. Ces mesures-là ont été levées il n'y a pas longtemps et on a traversé seulement que 4 mois de crise. Donc il va falloir souffrir du fait que la population va être rééduquée au fur et à mesure. Donc il ne faudrait pas se choquer quand on voit ce genre de choses. Et au regard des chiffres que tu as donnés, Serge, je reste quand même, ce n'est pas alarmant, mais ce que je vois m'alarme au regard de ces chiffres. Sophie. Ce que je voulais dire, c'est que le ton a baissé. D'accord. Il faut la calmer. Non, mais c'est juste qu'on ne peut pas mettre les mesures barrières sur une période trop longue parce que même les êtres humains ont besoin de sortir. On voit ce qui se passe dans certains autres pays où les gens ne respectent pas à partir d'un certain temps. Donc, 4 mois, est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce maquis-là? C'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas une question de mesure barrière. Mais ils n'ont pas de problème, en fait, c'est une question de responsabilité. Ah, ils n'ont pas de problème. Eux, ils n'ont pas de problème avec Le problème avec ça, eux, ils n'ont pas de c'est problème. que la personne qui arrive en espérant être dans un environnement sécurisé avec ces mesures barrières, vous avez 30 personnes qui arrivent autour de vous, elles vous mettent en danger. Mais elle rentre alors, à ce moment-là, puisque si elle n'est pas à l'aise, elle rentre, elle va faire quoi? Elle ne va pas leur dire rentrez chez vous. On ne reste pas dans un endroit où on ne se sent pas en sécurité. Comme je dis, franchement, pour relativiser, moi, de toute façon, j'étais de sortie ce week-end et j'étais dans des endroits, j'ai fait des endroits plein air et des endroits clos où on avait respecté les mesures barrières. Donc il y avait de la distanciation. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter sur ces images comme on se dit encore pour vous dire que c'est fini, allez, c'est l'hécatombe pour l'Afrique. Non, ça va venir tout doucement. Ne soyez pas si et puis on s'en sort mieux, je pense. Mais ça reste quand même notre devoir d'appeler à la vigilance de tous les Ivoiriens, car le virus est là. Et surtout, on espère que les scientifiques vont rapidement nous trouver un vaccin ou un traitement qui fonctionne. Et qu'ils vont aller tester d'abord aux États-Unis et puis en France avant de venir emmener ça. Le but de cet exercice, c'est qui va conclure, c'est ça? Ah, c'est dans le sens inverse, pardon. Voilà, ok, merci beaucoup. Nous lisions, notre émission du jour est consacrée aux conséquences de la Covid-19 sur l'économie, de la santé et les comportements humains. Pour traiter de ces sujets, en tout cas, nous recevons avec nous, messieurs, professeurs, il faut dire Antoine Tako, vous êtes neuropsychologue, enseignant et chercheur, et le professeur Ivan Zulon-Kipré. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va tout de suite partir sur un constat, celui de la baisse des cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est en train de sortir du pic? Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'on est en train de sortir du pic? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette baisse de... Disons simplement qu'avec... on ne pourra pas parler de pic cette fois-ci, vu qu'une stratégie de prise en charge a été faite. On ira plutôt vers la durée de ce phénomène en plateau. C'est à encourager s'il y a une baisse, cependant il faut rester prudent. Il faut rester prudent vu qu'à l'extérieur nous avons dans les pays développés une recrudescence
et que les échanges continuent par voie aérienne avec la Côte d'Ivoire qui n'est qu'à 6 heures de vol. Donc tous les leviers ne sont pas connus. Il s'agit d'une nouvelle maladie qui n'a que 8 mois d'existence. Restons prudents et encourageants. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Bien sûr, il faut en avoir peur. Sans rentrer dans la paranoïa, mais il faut en avoir peur, de façon à ce que nous puissions mettre en place les comportements qu'il faut pour nous protéger et protéger les autres. Et comment jugez-vous les mesures prises par les pouvoirs publics face à la crise et surtout, quel est l'impact sur le système médical en Côte d'Ivoire? L'impact des mesures ou de la maladie? Non, de la maladie. Et d'abord, la première question, les mesures prises pour les mesures juguler prises la crise. sont des mesures universelles, notamment de détecter, de traiter, de faire de la prévention. Pour l'instant, nous avons une chance, c'est qu'il n'y a pas de flambée épidémique, que la Côte d'Ivoire a quand même cette résilience pour pouvoir, disons, capter tous les patients. Quand vous parlez de flambée, quels sont les critères? Parce qu'à un moment donné, on a vu que le nombre de cas a vraiment augmenté. Quels sont les critères d'une flambée au niveau d'une Je parlais des flambées à partir du moment où notre système sanitaire ne peut pas répondre au nombre de patients, que nos lits d'hospitalisation ne peuvent pas recevoir tous les cas déclarés et qu'il est impossible de les soigner et que malheureusement on les laisse mourir, comme ça s'est vu dans certains pays occidentaux. Nous n'en sommes pas là. En attendant, des mesures ont été prises, un couvre-feu, des mesures barrières, le confinement du Grand Abidjan, mais qui ne peut pas se mettre dans la durée, c'est très bien. Ce sont des mesures qu'il fallait prendre, elles ont été prises. Il faut renforcer à tout prix la prévention chez cette maladie qui n'a aucun traitement, cette maladie qui n'a aucun vaccin. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. Cette maladie a pris tout le monde de court. Donc, personne n'a su réellement quelle stratégie développer pour la prendre en charge. Donc, ce qui était important, c'est que les autorités de chaque pays soient suffisamment souples pour écouter ceux qui sont passés par là et qui avaient des méthodologies. Donc, la chance que nous avons, malgré un moment où on a eu des nombres de cas qui tournaient autour de 30%, on n'a pas eu cette flambée attendue du monde entier. Quelles en sont les raisons? Nous ne savons pas encore, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Est-ce que ce n'est pas parce que les campagnes de sensibilisation, de prévention et le fait que le Grand Abidjan soit confiné oui, mais il doit y avoir des facteurs sur lesquels nous n'avons pas encore d'informations qui... Par exemple, les pays africains sont habitués aux pandémies, aux épidémies, Ebola, etc., etc. On a parlé de la chloroquine qui a été... Nous, on en a mangé pendant des années. Effectivement. Bon, est-ce que tout ça, là, combiné, peut participer au fait que nous n'ayons pas eu beaucoup de cas? On ne sait pas. Chaque groupe fait des études en fonction de ces cas pour pouvoir donner des réponses. Voilà. Serge Kouachi? Oui, puisqu'on parle de neuropsychologie, j'ai bien envie de savoir, justement, dans l'approche, quand vous parlez de sensibilisation, il faut continuer la sensibilisation, mais dans cette approche-là, est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui jouer plutôt sur cette communication, ce genre de communication, qui dit que, de toute façon, au regard des chiffres mondiaux, l'Afrique est plutôt mieux lotie que les pays occidentaux plus développés. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas jouer aussi sur cette communication-là pour rassurer un peu les gens quand on sait que la panique peut nous pousser à faire bon nombre de travers? Alors que pour l'instant, les messages de sensibilisation vont plutôt dans le sens qui nous amène à paniquer un peu. Si les messages vont dans le sens de la panique, c'est que les messages ne sont pas bons. Absolument. Parce que je sais que, docteur, il y a, professeur, concernant d'autres maladies, dans un premier temps, c'était la pratique voulait qu'on fasse peur à la population. Et après, je crois qu'on est en train de dire désormais, vous pouvez vivre avec telle ou telle maladie, elle ne se soigne pas, mais vous pouvez vivre avec. Donc la préoccupation, c'est doit-on faire peur aux gens pour qu'ils prennent conscience ou dans la sensibilisation, leur dire qu'ils peuvent vivre avec? La meilleure chose à faire, c'est de confronter ça à notre système social et notre système psychologique. Notre système social, nos populations ne réagissent peut-être pas
de la même manière que les populations occidentales. Il faudrait donc peut-être plus impliquer nos sociologues, nos psychologues dans cette sensibilisation et dans cette lutte. Faire peur au début et ensuite rassurer, je ne suis pas sûr. Moi, je suis pour l'information juste. Absolument. Mais déjà, l'information juste, le simple fait qu'on nous ait dit, qu'on nous ait compté le nombre de morts en Occident, ça suffit à faire peur, vous imaginez. La peur est un bon élément lorsqu'on a peur, on fait attention. Ce qui est dangereux, c'est quand la peur se transforme en panique et qui entraîne des comportements aberrants, qui entraîne des comportements stigmatisants. C'est ça qui est dangereux. Mais là, par exemple, on a vu les images dans notre lu, vu et entendu, des gens qui sont dans les maquis, ils sont très loin d'avoir peur. Et est-ce que ça, c'est pas plus dangereux? Si, tout à fait. Ça, c'est plutôt de l'inconscience. Merci. Et c'est pour ça que dans les stratégies d'information, il faut décentraliser l'information et la sensibilisation et descendre jusqu'au niveau des leaders communautaires, qu'ils soient religieux ou autres. Il faut descendre à ce niveau-là. Vous savez, plus que de faire peur, il faut expliquer. Par exemple, quand on vous dit de vous laver les mains, expliquez que la saponification, le savon, va détruire l'enveloppe du virus. C'est tout simple. Donc, quand vous expliquez, vous donnez des explications aux gens, ils ont confiance. D'abord, ça doit venir des gens en qui ils ont confiance. Et puis, ils comprennent et ils peuvent prendre donc les mesures qu'il faut. En fait, il faut que les campagnes de sensibilisation soient beaucoup plus pragmatiques. Absolument. Dans la conscientisation, en fait. Si vous dites à quelqu'un, mettez-vous à 1 mètre de moi, il est libre de vous croire ou de vous écouter ou de ne pas vous écouter. Si vous lui faites comprendre que quand vous parlez, vous crachez à 70 cm et qu'en étant à 1 mètre de moi, il ne recevra pas le virus, il réfléchira autrement. Voilà. Avec des explications, je pense qu'ils arrivent à Il y a réfléchir. les mesures à expliquer, mais pourquoi ces mesures? On a pu constater des rassemblements politiques il y a quelques semaines qui sont tenus avant la levée de l'interdiction. À votre avis, est-ce que vous pensez que le message comment le message a pu être perçu par les populations? Disons que déjà en tant que scientifique, je ne peux m'engager formellement que sur des bases d'études. Je sais que 2 ou 3 études sont en cours, on attend les productions. Cependant, nous n'avons que le retour des réseaux sociaux, mais qui ne représentent pas toute la population ivoirienne. Le contenu, le professeur, de ces études-là, c'est lequel? Avant d'en avoir les résultats. L'intitulé de ces études ou... Je n'ai Parce pas qu'on parle de rassemblement Je de n'ai pas le population. titre exact de l'intitulé, mais c'est l'impact et la perception. L'une des 2 études concerne l'impact et la perception de cette maladie justement dans la population ivoirienne. Est-ce qu'on est plus en danger dans un espace clos ou dans un espace ouvert avec d'autres personnes? Assurément dans un espace clos. Assurément, parce que avec le confinement, une partie du virus peut être en suspension dans l'air. Pas longtemps, c'est vrai, mais simplement. Mais si vous avez votre masque, vous ne risquez pas de l'attraper. Donc quand on dit de porter le masque dans un espace clos, vous ne risquez pas grand-chose si vous respectez les mesures de prévention. Par contre, dans un espace ouvert avec des courants d'air, c'est très simple. La quantité de virus est complètement diluée dans l'air d'abord et chassée de la zone. Vous ne risquez pas de vous affecter. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites en Asie qui ont montré comment est-ce que la quantité de gouttelettes émise par un individu diminue quand on est dans un espace ouvert, ventilé, que quand on est dans un espace clos. Donc, mes amis qui étaient tout à l'heure à Yopougon peuvent se dire, on était dans un espace ouvert, il y avait peut-être moins de chances qu'ils se transmettent le virus, peut-être? Ça dépend. Si je suis dans un espace ouvert à 30 cm et que je vous parle dans votre figure sans masque, ou que j'éternue. Ou que j'éternue dans votre figure, là, je vous transmets la maladie. Et est-ce que si on a été contaminé recontaminé 2 fois, est-ce qu'on peut être recontaminé? Est-ce qu'il y a des cas de recontamination successifs? Oui, il y a eu des cas qui ont été documentés en Europe. Mais pas Des forcément ici. Pas en Afrique. Pas encore ici, à ma connaissance, Nous non. n'avons pas connaissance de cas ici pour l'instant. Et aujourd'hui, cette polémique est en cours. Ce qu'il faut dire, ce que je vous dis aujourd'hui sur
sur ce plateau. Je n'ai aucune honte à revenir dans une semaine vous dire l'inverse. C'est une maladie qui a débuté en novembre 2019. On ne la connaît pas assez. Et chaque jour, des études sont en cours et produisent des résultats et des contre-résultats. Absolument. Ça, je crois que j'ai une question. Non, mais ça répond à la question que je devais poser, parce que justement, quand vous avez commencé votre intervention, vous avez parlé de pics qu'on ne connaîtra pas, forcément en tout cas qu'on ne connaît pas jusqu'ici, ce qui est le contraire des pays occidentaux, mais vous avez parlé de durée sur le plateau. Voilà. Alors, face à ce genre d'image qu'on a vu tout à l'heure et au lever des mesures barrières, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas aller vers ce pic-là finalement ? Est-ce que c'était judicieux de lever ces mesures ? Je n'ai pas à juger du caractère judicieux ou pas, d'autant plus que cette crise, derrière peut se cacher une crise économique qui va emporter tout le monde, plus que le virus. Donc, d'un point de vue médical. Non, du point de vue purement médical, le virus, la maladie n'aime pas les rassemblements. Donc si vous rassemblez, vous avez intérêt à des mesures barrières que sont le port de masque. Et quand bien même vous êtes rassemblés, avoir une certaine distanciation entre vous, par exemple. Ça, c'est pour la contamination directe. Donc, il y a ces mesures. Cependant, je pense qu'il faut continuer à parler, continuer à expliquer à la population pour ne pas que cette population vire vers... J'ai cru que vire vers, donc j'entendais la suite de la phrase. Professeur, on revient à l'économie de la santé. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment d'investissements aujourd'hui pour faire face à cette pandémie dans le domaine de la santé? On parlait de respirateurs, on craignait justement, par rapport à ce que l'OMS avait prédit, qu'on ne soit un tout petit peu en dessous, en deçà de ce qu'il fallait pour pouvoir répondre efficacement à cette pandémie. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de saturation des lits dans les services. Alors, on a 4000 personnes qui sont en traitement. Oui, mais qui sont en traitement dans des zones identifiées pour ça, à Bassam, au plateau, etc., etc. Ou à la maison. Ou à la maison, qui sont autoconfinés. Mais ceux qui sont réellement malades, qui ont besoin de soins lourds, tels que ceux délivrés par le service médical des maladies infectieuses, il n'y en a pas beaucoup. On parlait justement d'une grève, toujours concernant l'économie. Je crois que c'est vous, Edith, qui suivez ce dossier, de certains agents qui estimaient ne pas percevoir une certaine prime. Mais il y avait même des menaces sur l'établissement des tests. Sur ce côté-là, est-ce que ces personnes ont été prises en charge? Je ne suis pas du gouvernement. C'était en cours ce matin. C'était en cours ce matin. Il y avait des réunions, mais je n'ai pas. On n'a pas encore d'issue. Il n'y a pas encore d'issue. C'est en cours. Mais ça, c'est une des tares de nos pays africains. C'est problématique parce qu'on se plaignait encore du fait que les résultats des tests prennent du temps à un certain moment et qu'on se retrouve encore dans certaines dissensions entre les agents il y a effectivement la technique de RT-PCR, pour ne pas rentrer dans les détails, est une technique assez compliquée. Effectivement, je crois savoir que il a été proposé d'essayer de réduire les délais. Les délais et la fiabilité de ces tests par les autorités. Maintenant, attendons. Moi, j'aurais juste souhaité qu'on implique tous les laboratoires qui travaillent sur les pandémies animales, qui ont la technologie, comme le laboratoire des pathologies animales, que lorsqu'il y a des pandémies, sont capables de détecter des centaines et des milliers de cas. On aurait pu les associer. En tout cas, on va revenir à ces propositions dans toute fin d'émission, parce que c'est vrai qu'on critique, c'est vrai qu'on commente, mais à la fin, il serait bien qu'on propose des solutions, et je suis même sûr que ces solutions-là seront entendues, vu que tout le monde regarde cette émission. Quand on parle d'économie de la santé, il serait bien peut-être qu'on définisse un peu ce terme-là pour nos téléspectateurs. C'est un terme très vaste. C'est vous qui l'avez mis au tableau. L'économie de la santé est un terme extrêmement vaste. Il me serait difficile ici, en 2-3 phrases, de la définir. Simplement, vous avez pris un aspect de l'économie de la santé, c'est-à-dire le triptyque patient, personnel soignant et organisation, qu'elle soit étatique ou
privée. Donc, vous aviez parlé de, je crois savoir, de l'impact de cette Covid sur ce système. Et sur les comportements humains. On revient au comportement humain. À un moment donné, pendant une certaine crise, il y avait des personnes, on déléguait des personnes pour venir faire le point de la situation sur le front. Quelqu'un disait que ça avait pour avantage de rassurer les populations quant à, enfin, une partie de la population, surtout celle pour qui on faisait ces points-là. Est-ce que vous pensez que le fait aujourd'hui que chaque jour, je crois qu'on est en train de passer au point semaine, chaque jour quand on fait ces points-là, on est en train de rassurer les gens, ou c'est le contraire? Alors, dans mon domaine, il y a ce qu'on appelle l'habituation, qui peut entraîner un risque de banalisation. Et c'est bien qu'on ait changé de fréquence. Mais de mon point de vue, je pense que cette centralisation de l'information n'est plus suffisante. Nous sommes arrivés à un point où il faut qu'elle descende du haut vers le bas. Il faut qu'elle descende vers les leaders religieux, vers les associations de jeunes, des groupes, pour que cette information puisse être distillée. On a mis en place, les enseignants, un groupe qui s'appelle le CEC Bio, qui a été formé localement et internationalement, et qui va aussi former les autres, pour que cette information soit disponible pour tout le monde. Et je voudrais aussi qu'on en parle maintenant de patients, qu'on s'intéresse aussi à la dimension empathique aussi, Oui, de la prise en charge des malades, parce que mine de rien, c'est une maladie qui est traumatisante, en tout cas pour ceux et celles qui l'ont eu. Et connaissant notre système de santé, la prise en charge dans notre système de santé, où la dimension psychologique de la prise en charge du malade n'est pas très bien comprise par certains agents de santé. Comment avez-vous comment vous appréciez, comment vous êtes organisé en fait au niveau de la prise en charge psychologique des patients? Il y a le programme national de santé mentale qui est dirigé par le professeur Yeo, qui a envoyé des psychiatres et des psychologues dans les grands centres Bassam, Plateau, pour non seulement prendre en charge les gens qui avaient les cas positifs mais asymptomatiques, mais prendre aussi en charge le personnel soignant, qui était tout aussi désemparé que n'importe qui d'autre, puisque les efforts, au début, pour les cas difficiles, n'étaient pas couronnés de succès. Donc il fallait prendre en charge les deux catégories, et le programme se poursuit. Est-ce qu'il s'est poursuivi également à la maison? Parce qu'on note également qu'avec cette maladie, on a une sorte de stigmatisation des malades. Même quand on était asymptomatique, on avait peur d'aller se faire tester. Alors, je ne sais pas continuer à la maison, pour la simple raison que en Côte d'Ivoire, on a une cinquantaine de psychiatres. C'est peu. Uniquement. Et les psychologues qui sont formés vont dans d'autres, comment on appelle ça, disciplines. Ça fait partie un peu Donc on a très peu de psychologues. Des insuffisances dans le système? Voilà. Bah, disons que oui, justement, il serait souhaitable de pouvoir utiliser tous par exemple, les assistants sociaux. Voilà. Et autres, le personnel social dans d'autres pays vient renforcer l'action des psychiatres et des psychologues vers cette voie. Et vous savez, l'écoute, ne serait-ce que l'écoute, c'est important pour un patient. Le volet, vous avez très bien fait d'aborder ce volet stigmatisant. Ce n'est pas une maladie stigmatisante, pourtant... On ne doit pas en avoir honte. Exactement. Oui, et pourtant, on va vers ça. Donc, à cause justement des comportements de peur, de panique. D'où la formation. La base de tout ça, c'est la formation et la communication. Pas simplement l'information par tout ce qui viendrait par les réseaux sociaux. Ça, c'est dans un seul sens. Mais vous n'avez pas le retour de la population. Il faut voir comment celle-ci capte l'information et ramène vers vous l'information. À ce moment, ça devient une communication. Elle est beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus efficiente également. Donc, je crois savoir que le département de médecine légale de la faculté de médecine à laquelle j'appartiens, avec laquelle collabore le professeur Tako, qui est de la faculté de biosciences, nous avons mis en place des cellules, des groupes de travail pour pouvoir prendre en charge par l'aspect de pratiquement tous les corps de métier. Et les médecins légistes ont eu à faire un document qui serait très intéressant à ventiler
Malheureusement, le temps Qu'est-ce qu'il dit en substance, ce document? C'est trop court. C'est ce que je dis. Vous m'envoyez. Nous avons, je crois, moins de 15 minutes pour pouvoir parler de tous les autres aspects. Je peux ajouter juste que la partie psychologique, il y a le Programme national de santé publique, mais il y a l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire qui a édité un document qui a été ventilé sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'il faut avoir comme comportement dans ces cas-là, par rapport à la peur, la panique, l'anxiété, les comportements positifs sur lesquels il faut insister pour faire baisser l'angoisse, etc. Bon, pour un témoignage, hein, je vous dis ça comme ça. Professeur, il y a quelques semaines, je pense qu'en montant les escaliers chez moi, je me suis un tout petit peu essoufflé. Mais en réalité, j'avais une de mes voisines qui faisait un peu la cuisine et je commençais à humer la fumée. J'ai paniqué. Je me suis dit, oh, ils avaient dit dans les signes, quand vous commencez à être essoufflé. Heureusement, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire merci au docteur Koné, que j'ai appelé rapidement, qui m'a dit, non, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Juste une parole, juste une écoute, avait réussi donc à me ramener, à me rassurer. Donc j'imagine toutes ces personnes-là, ne serait-ce que pour d'autres maladies qui ont des signes souvent identiques à ceux de la Covid, qui n'ont personne à qui parler, qui n'ont pas cette assistance psychologique-là, qui peuvent se retrouver en train de... Parce que surtout dans cette période de confinement, on s'est senti aussi très seul. Absolument. Face aux médias, face aux réseaux sociaux, face à l'information qui était devenue prépondérante, la fausse information et la bonne information. Et forcément, des cas de stress ou de panique, la plupart d'entre nous ont pu le constater, tout est dans l'écoute en fait. Voilà. Dans le cadre des violences basées sur les genres dans lesquelles je suis impliqué, on a créé un groupe qui s'appelle Cœur à Cœur. Et Cœur à Cœur a été le moteur pour identifier les personnes qui avaient besoin d'être rassurées. Et via les réseaux, la vidéoconférence, nous avons pu rassurer un certain nombre de personnes, puisque parmi nous, il y avait beaucoup de gens à risque, qui ne pouvaient pas se déplacer, puisque les équipements individuels étaient d'abord réservés aux praticiens qui étaient directement en contact avec les malades. Est-ce que, professeur, on devra s'attendre à assister à des comportements ou à des réactions post-crise justement de cette phase de Covid? Tout à fait. Ce qu'on craint, ce sont les réactions post-stress, parce que nous sommes dans une situation de stress prolongé. Donc, il faut être attentif à ça, et je pense que l'ensemble des psys, nous allons déployer des campagnes pour permettre aux gens de venir se faire prendre en charge. Et surtout, ça va modifier nos comportements, parce que dernièrement, j'étais choquée de voir 2 personnes dans la rue se saluer, parce que ça fait 5 mois que je n'ai pas vu quelqu'un se saluer. D'ici 6 mois, 5 mois, à quoi vont ressembler nos relations humaines, en fait, finalement? On fait des téléconférences. Ça va entraîner une modification sociologique. Ça va entraîner une modification de nos comportements, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Nous avions au niveau de notre groupe, le comité des enseignants et chercheurs en biologie humaine, envoyé des personnes dans le village d'Anono, qui est dans la commune de Cocody, la plus touchée. Et il s'est trouvé que nos représentants se sont retrouvés en face d'enfants qui étaient en train de jouer. Donc il y a un qui a demandé amicalement à une mère, « Mais pourquoi tu laisses jouer ton enfant? On n'a pas dit qu'il fallait les confiner. » Voilà ce qu'elle lui a répondu. « À cause de leur maladie, mon enfant n'a pas le droit de jouer avec son frère. » Vous comprenez que dans la sociologie africaine, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de camarades. Voilà. C'est frères et sœurs. Est-ce que c'est pas encouragé par justement cette communication dans laquelle d'ailleurs vous nous direz si elle est vraie ou pas, où il nous est dit que 80% des personnes qui contractent la maladie guérissent seules? Pardon? Il nous est dit dans certaines études, en tout cas dans certaines lectures qu'on a pu avoir, que 80% des gens qui contractent la maladie guérissent seuls. Est-ce que c'est vrai? Disons 85 à 95%. Alors, des patients feront des petits signes. Vous viendrez dire, par exemple, en venant au travail, peut-être que ce matin, en venant au travail lundi, vous avez dit, oh, samedi, je fais des rangements, là, donc je sens quelques petites courbatures. J'ai senti des courbatures, j'ai pris un comprimé de paracétamol, j'ai dormi, c'est passé. Un peu de vitamine. Voilà, et puis c'est passé. Sans oublier que vous n'avez rien fait que diriger du bout des doigts les rangements. Et c'était peut-être les seuls signes que vous avez fait. Alors le plus important pour ça, le message vers qui nous on s'adresse, ce sont les personnes à risque, les groupes à risque.
les personnes âgées, les personnes obèses, les personnes atteintes notamment de diabète, d'hypertension artérielle, d'autres maladies du cœur, les femmes enceintes. Vous voyez, c'est tous ces groupes-là. On ne peut pas gérer uniquement les asthmatiques. Tout ne peut pas être géré par un petit groupe de médecins. Il faut étendre. Il faut étendre la lutte, pouvoir parler. Donc, le but un peu l'un des objectifs de notre association, c'est justement aller dans les communautés, former les leaders communautaires qui vont parler. Je peux venir avec mon beau discours d'intellectuel, ils ne m'écouteront pas. Par contre, si un leader communautaire leur parle dans leur langue maternelle, par exemple, là, ils vont écouter. Donc c'est un peu ce rôle-là, nous allons un peu partout former. Dans un premier temps, le corps médical, parce qu'il ne faudrait pas que la population meure de non-Covid à cause du Covid. Exactement. Vous êtes neuropsychologue. Aujourd'hui, face à la population, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui qu'on doit garder l'espoir? Oui, je pense, parce que ce qui caractérise l'être humain, c'est sa formidable capacité d'adaptation. On va finir par s'adapter. On va s'en sortir. Pas comme vous l'avez dit, je vous ai entendu dire tout à l'heure que, comme on a dit qu'on va vivre avec, il y a des gens qui s'en foutent. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, en connaissant mieux la maladie, en sachant ce qui peut nous arriver, on pourra mieux se préserver en ayant les gestes barrières. D'ailleurs, ces gestes barrières, ce sont des gestes qu'on nous a toujours dictés. Absolument. Lavez-vous les mains. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir été avec nous. Comme vous l'avez dit, on aurait beaucoup plus de temps, il y aurait beaucoup plus de points à aborder, mais en tout cas, l'essentiel est que... je crois qu'on a partagé l'essentiel avec nos téléspectateurs ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Live TV. On vous retrouve demain avec le même enthousiasme, même heure, ici sur ce plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.